Une arrestation spectaculaire a provoqué une onde de choc qui dépasse largement le cadre vénézuélien et bouscule des équilibres diplomatiques que beaucoup croyaient encore stables. Présentée comme une démonstration de force, elle agit aussi comme un révélateur. La puissance qui frappe cherche à dissuader, mais expose en même temps ses propres fragilités, tandis que la communauté internationale oscille entre indignation ouverte et silence prudent. Pourquoi cet épisode constitue-t-il, selon Ibrahim Traoré, un test décisif pour les nations qui refusent l'ordre imposé? La réponse esquisse déjà un monde plus fragmenté. Cette analyse propose de comprendre ce que cet événement signifie réellement pour l'équilibre mondial, au-delà du choc immédiat et des réactions émotionnelles qu'il a suscitées. Elle vise à éclairer les mécanismes de pouvoir à l'œuvre, les risques concrets pour les États qui cherchent à préserver leur souveraineté, et les marges de manœuvre qui subsistent dans un contexte de pressions accrues. L'enjeu est clair, savoir comment éviter de subir sans disparaître, car ce qui s'est produit n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une continuité historique où la force militaire, les sanctions économiques et l'influence diplomatique sont utilisées pour imposer un cadre unique aux relations internationales. Pour de nombreux pays du Sud, cette logique pose une question existentielle. Accepter l'ordre établi ou assumer le coût de la résistance? Ibrahim Traoré insiste sur le fait que rester passif n'est plus une option neutre, mais un choix aux conséquences durables. Comprendre ce moment permet donc d'anticiper les effets à moyen terme, d'identifier les lignes de fracture émergentes et de mesurer ce que ce basculement implique pour les peuples, les économies et la stabilité régionale. En 6 ans, le produit intérieur brut du Venezuela a chuté d'environ 60%, tandis que l'inflation a dépassé les 2000% par an à son pic. Ces deux chiffres suffisent à montrer que l'affaire dépasse un geste politique ponctuel et s'inscrit dans une mécanique de pression durable. Ce basculement n'est pas survenu soudainement. Il est le résultat d'une succession d'actions où sanctions économiques, isolement financier et menaces diplomatiques ont progressivement resserré l'étau autour d'un État déjà fragilisé. La capture du président vénézuélien agit ainsi comme un accélérateur, transformant une crise latente en signal mondial. Pour Ibrahim Traoré, ce signal n'est pas seulement adressé à Caracas, mais à toutes les capitales qui envisagent une trajectoire autonome. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que les sanctions ne ciblent pas uniquement les élites politiques. Elles affectent directement les chaînes d'approvisionnement, l'accès aux médicaments et la capacité d'un pays à maintenir ses infrastructures de base. Entre 2017 et 2018, plus de 20 000 décès ont été attribués à la dégradation du système de santé lié au manque de traitements importés. Ces données transforment un débat abstrait en réalité humaine. Prenons un exemple concret qui illustre cette dynamique. Dans plusieurs régions urbaines, la pénurie alimentaire a entraîné une réorganisation informelle des réseaux de distribution où la solidarité locale compense partiellement l'effondrement des circuits officiels. Ce phénomène, observé aussi dans d'autres pays sous sanction, montre comment la pression extérieure reconfigure la société de l'intérieur. Ibrahim Traoré replace ces éléments dans une lecture plus large. Selon lui, l'épisode vénézuélien s'inscrit dans une longue histoire d'intervention justifiée par la défense de la démocratie, mais souvent corrélée à des intérêts stratégiques et économiques. Comprendre ce cadre permet de saisir pourquoi cet événement résonne si fortement en Afrique et en Amérique latine. La question centrale devient alors simple et lourde de conséquences. Jusqu'où un État peut-il aller pour préserver sa souveraineté sans condamner sa population? Dans cette séquence,
Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur permettant de relier l'événement vénézuélien à une réalité plus large vécue par de nombreux pays du Sud. Son regard ne se limite pas à une condamnation de principe. Il s'appuie sur l'observation concrète des effets produits par des décennies de pressions extérieures similaires. En Afrique, ces mécanismes sont connus, sanctions indirectes, conditionnalité économique et marginalisation diplomatique ont souvent précédé des périodes d'instabilité durable. Commençons par un exemple qui permet d'en mesurer l'impact immédiat. Lorsqu'un pays se voit coupé de certains circuits financiers internationaux, les importations stratégiques ralentissent en quelques semaines. Les hôpitaux peinent à s'approvisionner et les entreprises locales réduisent leur activité et les ménages ressentent rapidement la hausse des prix des biens essentiels. Ce décalage temporel court entre décisions politiques et conséquences sociales est précisément ce que Traoré souligne comme un angle mort des débats internationaux. Puis, observons un autre exemple qui concerne la scène diplomatique. Face à la peur de représailles, plusieurs États choisissent le silence, tandis que d'autres renforcent discrètement leurs liens avec des partenaires alternatifs. Cette bifurcation crée une nouvelle géographie des alliances, moins visible mais déjà active. Pour Ibrahim Traoré, cette recomposition précoce est un signal. Elle indique que la contrainte produit aussi des dynamiques de contournement. L'impact immédiat n'est donc pas seulement économique ou politique, il est psychologique. Les nations observent, comparent et ajustent leurs choix. Le message sous-jacent est clair, la souveraineté a un coût, mais l'inaction en a un aussi. Tout commence par un acte qui rompt avec les usages diplomatiques classiques et marque un avant et un après. Avant cet épisode, les tensions existaient déjà, structurées par des sanctions progressives, des avertissements politiques et une pression constante exercée dans les enceintes internationales. Après, la situation change de nature. Le rapport de force devient visible, assumé et impossible à ignorer pour les autres États. Cette séquence déclenche une onde de réaction en chaîne qui dépasse largement le cas vénézuélien. Dans la phase de déclenchement, le message envoyé est direct. Il ne s'adresse pas uniquement au gouvernement concerné, mais à tous ceux qui envisagent une trajectoire indépendante. Les chancelleries analysent rapidement les implications, évaluant leur propre vulnérabilité financière, énergétique et diplomatique. Ibrahim Traoré observe que ce moment agit comme un signal d'alerte collectif. Chacun comprend que les règles implicites ont changé. Vient ensuite la montée vers le point culminant. Les sanctions sont durcies, les menaces d'isolement s'intensifient et la rhétorique politique se radicalise. Sur le terrain, les effets deviennent tangibles. Ralentissement des échanges commerciaux, contraction des investissements étrangers et fragilisation des services publics. Dans le même temps, des manifestations de solidarité émergent tant au sein du pays ciblé que parmi certains partenaires internationaux. Cette dualité, pression accrue d'un côté et résistance renforcée de l'autre, constitue le cœur de la dynamique actuelle. Le point culminant se situe lorsque cette confrontation cesse d'être perçue comme un cas isolé. Les pays d'Afrique et d'Amérique latine commencent à y voir un précédent susceptible de se reproduire ailleurs. Ibrahim Traoré insiste sur ce basculement de perception. Ce n'est plus seulement le sort d'un État qui est en jeu, mais la capacité collective des nations du Sud à défendre leur autonomie. Les discussions se multiplient autour de la diversification des alliances, de la recherche de partenaires économiques alternatifs et de la réduction de la dépendance à un seul pôle de pouvoir. Après le choc initial viennent les répliques. Elles sont moins spectaculaires mais tout aussi structurantes. Des accords bilatéraux sont accélérés.
Des coopérations régionales sont relancées et des mécanismes de contournement financier sont explorés. Ces ajustements ne compensent pas immédiatement les pertes, mais ils témoignent d'une adaptation stratégique. Selon Ibrahim Traoré, cette phase révèle une vérité souvent ignorée. La contrainte extérieure peut produire des formes inédites de coordination entre pays jusque-là dispersés. Cette ligne d'événements montre une progression claire, un acte déclencheur, une escalade assumée, puis une reconfiguration progressive des comportements étatiques. Chaque étape alimente la suivante, créant une dynamique difficile à inverser. La question demeure ouverte. Cette succession mènera-t-elle à un nouvel équilibre ou à une instabilité prolongée? Avant les sanctions renforcées, l'économie vénézuélienne fonctionnait déjà sous tension. Après leur durcissement, certains indicateurs ont basculé de manière brutale et durable. La comparaison avant-après montre une chute d'environ 60% du produit intérieur brut sur plusieurs années, accompagnée d'une inflation qui a dépassé les 2000% par an à son pic. Ces deux données résument l'ampleur du choc, une contraction massive de la richesse nationale et une perte quasi totale de la stabilité monétaire. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Une baisse aussi marquée du PIB signifie une réduction drastique de la capacité de l'État à financer les services publics, à entretenir les infrastructures et à soutenir les ménages les plus vulnérables. L'inflation extrême, quant à elle, agit comme un impôt invisible qui frappe d'abord ceux dont les revenus sont fixes ou informels. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Derrière chaque pourcentage se cachent des arbitrages quotidiens imposés à des millions de familles. Un autre indicateur, tout aussi révélateur, éclaire l'impact humain direct. Entre 2017 et 2018, plus de 21 000 décès ont été associés à la dégradation de l'accès aux soins, conséquence indirecte de la réduction des importations de médicaments et d'équipements médicaux. Ce chiffre met en évidence un lien de causalité rarement assumé dans les discours officiels. La pression économique se traduit en perte de vies humaines. Pour Ibrahim Traoré, cette donnée change la nature du débat en le faisant passer du registre stratégique au registre éthique. L'effet ne se limite pas aux frontières du pays sanctionné. À l'échelle régionale, l'isolement économique modifie les flux commerciaux et financiers. Les partenaires dits traditionnels se retirent par crainte de sanctions secondaires, tandis que d'autres acteurs occupent à main l'espace laissé vacant. Cette redistribution progressive des échanges contribue à l'émergence de nouveaux pôles d'influence, moins visibles, mais de plus en plus structurants. Sur le long terme, ces évolutions quantitatives produisent un paradoxe. D'un côté, elles affaiblissent comme gravement l'économie ciblée et accentuent les souffrances sociales. De l'autre, elles incitent les États concernés à accélérer la diversification de leurs alliances et à réduire leur dépendance à un système dominé par un seul centre de pouvoir. Ibrahim Traoré souligne que cette adaptation n'est ni rapide ni indolore, mais qu'elle modifie progressivement les rapports de force. Ces preuves chiffrées montrent donc une dynamique en deux temps. Un impact immédiat dévastateur, suivi d'une recomposition lente des stratégies nationales et régionales. Elles expliquent le pourquoi cet épisode est observé avec attention bien au-delà de l'Amérique latine. Reste alors une interrogation centrale. Jusqu'à quel point ces coûts humains et économiques peuvent-ils être supportés avant que l'équilibre global ne se transforme durablement? Les partisans des sanctions avancent d'abord un argument central. La pression économique serait un moyen non militaire de défendre la démocratie et les droits humains. Selon cette lecture, isoler un régime accusé d'autoritarisme permettrait d'éviter un conflit armé tout en forçant les dirigeants à modifier leur comportement. Les coûts calculés supportés par la population seraient temporaires et nécessaires pour provoquer un changement politique interne. Un second argument complète cette position.
Les sanctions seraient efficaces parce qu'elles envoient un signal dissuasif clair aux autres gouvernements tentés de suivre une voie similaire. En frappant fort à un cas emblématique, le système international préserverait un ordre fondé sur des règles, limitant ainsi la prolifération de régimes jugés déviants. Dans cette logique, l'exemplarité primerait sur les effets collatéraux à court terme. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils structurent une grande partie du discours officiel. Pourtant, les données issues du cas vénézuélien en révèlent les limites. D'abord, l'idée que la souffrance économique pousse mécaniquement à un changement politique se heurte à la réalité observée. Malgré l'effondrement économique, le pouvoir en place n'a pas cédé. Au contraire, la pression extérieure a souvent renforcé la solidarité interne et la rhétorique de résistance nationale. Ensuite, l'effet dissuasif est loin d'être univoque. Si certains États choisissent le silence par crainte de représailles, d'autres accélèrent la recherche d'alternatives en renforçant leurs liens avec des partenaires non occidentaux. Cette dynamique, visible dans les chiffres d'investissement et de coopération Sud-Sud, affaiblit progressivement l'efficacité du signal initial. Ibrahim Traoré souligne un point rarement intégré à l'argumentaire pro-sanction, le coût humain. Lorsque plus de 20 000 décès sont associés à la dégradation de l'accès aux soins, la frontière entre pression politique et punition collective devient floue. Ce constat ne nie pas les intentions affichées, mais il oblige à mesurer l'écart entre objectifs proclamés et résultats réels. Ainsi, loin de produire un changement linéaire, les sanctions génèrent des effets contradictoires. Affaiblissement économique immédiat, mais recomposition stratégique à moyen terme. La question n'est donc pas seulement de savoir si elles sont légitimes, mais si elles sont réellement efficaces au regard de leurs conséquences. Ce qui apparaît progressivement au-delà du choc initial, c'est que l'épisode vénézuélien ne marque pas seulement une escalade, mais un déplacement du rapport de force global. La pression exercée n'a pas isolé durablement les pays visés, elle a contribué à rapprocher des acteurs qui jusque-là agissaient de manière dispersée. Cette recomposition silencieuse est souvent moins visible que les sanctions elles-mêmes, mais elle en constitue l'effet le plus structurant. Ibrahim Traoré insiste sur ce point de bascule. Selon lui, l'erreur d'analyse consiste à croire que la puissance se mesure uniquement à la capacité de punir. Or, lorsque plusieurs nations commencent à coordonner leurs réponses, à mutualiser leurs ressources et à partager des stratégies de contournement, la logique unipolaire perd de sa centralité. Ce phénomène s'observe autant dans les accords économiques que dans les positions diplomatiques communes adoptées dans certaines instances internationales. Cette révélation médiane modifie la lecture des événements. La capture du dirigeant vénézuélien n'est plus seulement un avertissement, elle devient un catalyseur. Elle accélère une prise de conscience déjà latente parmi les pays du Sud, en Afrique comme en Amérique latine, sur la nécessité de penser collectivement leur autonomie. Le tournant est là. La contrainte extérieure ne produit plus seulement de la soumission, elle génère aussi de la coordination. Les effets de cette dynamique se manifestent de manière différenciée selon les acteurs concernés, mais tous sont désormais touchés par le même mouvement de fond. Pour les États, la première conséquence est stratégique. La peur de sanctions secondaires pousse certains gouvernements à limiter publiquement leur position tout en réorganisant discrètement leurs partenariats. Des alliances alternatives se renforcent, non par affinité idéologique, mais par nécessité fonctionnelle. Ibrahim Traoré souligne que cette prudence apparente masque souvent une réorientation profonde des priorités diplomatiques. Pour les entreprises, en particulier celles intégrées aux chaînes de valeur internationales, l'impact est immédiat.
Les restrictions financières compliquent l'accès au crédit, perturbent les paiements transfrontaliers et accroissent l'incertitude juridique. Certaines firmes se retirent pour éviter les risques, tandis que d'autres, issus de pays moins exposés aux sanctions occidentales, comblent le vide. Cette redistribution des opportunités modifie la géographie économique régionale et crée de nouveaux pôles d'influence commerciale. Les citoyens subissent les conséquences les plus directes. La hausse des prix des biens essentiels, la raréfaction de certains produits et la dégradation des services publics affectent le quotidien. Dans les pays sous pression, les ménages développent des stratégies d'adaptation combinant solidarité communautaire et économie forcée. Ibrahim Traoré insiste sur le fait que ces ajustements, bien qu'ingénieux, ont un coût social élevé et accentuent les inégalités existantes. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions sont systémiques. L'Afrique et l'Amérique latine, souvent perçues comme périphériques, deviennent des espaces centraux de recomposition géopolitique. Les sanctions contre un État agissent comme un test pour l'ensemble de la région, révélant les dépendances structurelles mais aussi les capacités de coopération. Des initiatives communes émergent pour sécuriser les approvisionnements, partager des infrastructures et coordonner certaines positions diplomatiques. Ces quatre niveaux d'impact se renforcent mutuellement. Les décisions étatiques influencent les choix des entreprises qui, à leur tour, affectent les conditions de vie des citoyens, tandis que la dynamique régionale encadre l'ensemble. Pour Ibrahim Traoré, cette interaction explique pourquoi l'événement vénézuélien est observé avec autant d'attention à Ouagadougou, Dakar ou La Paz. La conséquence la plus durable pourrait bien être celle-ci, un apprentissage collectif accéléré. Les acteurs concernés intègrent plus vite les leçons de la contrainte extérieure et ajustent leur comportement en conséquence. Ce processus discret mais cumulatif prépare le terrain pour des choix décisifs à venir. À moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des choix politiques et des contraintes déjà visibles. Le scénario de base prolonge la situation actuelle. Les sanctions restent en place, la pression diplomatique se maintient et l'économie vénézuélienne demeure fragile. Toutefois, grâce à des soutiens extérieurs ciblés et à des mécanismes de contournement partiel, l'effondrement total est évité. Dans cette configuration, l'influence des États-Unis recule lentement sans disparaître, tandis que les pays du Sud apprennent à fonctionner dans un environnement durablement contraint. Le scénario optimiste repose sur une accélération de la dynamique multipolaire. L'isolement progressif des stratégies unilatérales encourage une coopération renforcée entre puissances émergentes et États sous pression. De nouveaux accords commerciaux régionaux voient le jour, réduisant la dépendance à un seul centre financier. L'Afrique et l'Amérique latine gagnent en marge de manœuvre économique et diplomatique. Selon cette hypothèse, la pression initiale agit paradoxalement comme un catalyseur d'autonomie collective. Ibrahim Traoré voit dans cette trajectoire une opportunité à condition que la coordination reste pragmatique et inclusive. Le scénario pessimiste, enfin, envisage une escalade. Face à l'absence de concessions, les sanctions s'intensifient et les tensions politiques se durcissent. La situation économique se dégrade davantage, alimentant l'instabilité sociale et augmentant le risque de confrontation indirecte. Les pays voisins sont entraînés dans une spirale d'incertitude, affectant leurs propres économies et leur stabilité interne. Dans ce cas, la recomposition géopolitique se ferait dans la douleur, avec des coûts humains et régionaux élevés. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne ramène au statu quo d'avant.
Le système international est déjà en transition. La question clé n'est donc pas de prédire lequel se réalisera, mais de comprendre comment les acteurs peuvent influencer leur trajectoire. Une recommandation de fond s'impose. Penser en termes d'adaptation plutôt que de confrontation frontale. Les choix faits aujourd'hui détermineront la capacité des nations à traverser cette phase d'incertitude sans compromettre durablement leur stabilité. Pour le public qui observe ces événements de loin, les conséquences peuvent sembler abstraites, mais elles touchent en réalité plusieurs groupes de manière directe. Pour les citoyens des pays concernés, la première préoccupation est la stabilité quotidienne. L'augmentation des prix, l'incertitude de l'emploi et la fragilisation des services essentiels créent un climat de tension permanente. Comprendre les mécanismes à l'œuvre permet de replacer ces difficultés dans un cadre plus large et d'éviter de les percevoir comme de simples échecs internes. Pour les acteurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, l'enjeu est l'anticipation. Les ruptures d'approvisionnement, les obstacles financiers et les changements rapides de partenaires commerciaux imposent une capacité d'adaptation constante. Ibrahim Traoré souligne que ces acteurs, souvent négligés dans les analyses géopolitiques, jouent pourtant un rôle clé dans la résilience des économies locales. Leur survie conditionne celle des communautés qu'ils soutiennent. Un troisième groupe concerne les observateurs internationaux et les diasporas. Leur regard influence le débat public, les médias et parfois même les décisions politiques dans les pays d'accueil. En comprenant les ressorts profonds de la crise, ils peuvent contribuer à une lecture moins caricaturale des événements et favoriser des échanges plus équilibrés. Deux pistes concrètes émergent à ce niveau individuel et collectif. D'abord, renforcer l'accès à une information contextualisée qui distingue les faits des discours idéologiques. Ensuite, soutenir les initiatives locales et régionales qui cherchent à réduire la dépendance économique et à renforcer la coopération sud-sud. Ces gestes peuvent paraître modestes, mais ils participent à une dynamique plus large. Ils rappellent que la géopolitique n'est pas seulement l'affaire des États, mais aussi celle des sociétés qui vivent ses conséquences au quotidien. Face à cette recomposition en cours, plusieurs étapes concrètes se dégagent pour transformer la résistance en stratégie durable. La première consiste à renforcer les alliances régionales. En coordonnant leurs positions commerciales et diplomatiques, les pays concernés peuvent réduire l'impact des sanctions isolées et accroître leur pouvoir de négociation collectif. Ibrahim Traoré insiste sur l'importance de mécanismes formels capables de dépasser les déclarations symboliques. La deuxième étape concerne la diversification économique. Investir dans des secteurs clés comme l'agriculture durable, les technologies locales et les énergies renouvelables permet de limiter la vulnérabilité aux pressions extérieures. Cette démarche ne produit pas de résultats immédiats, mais elle constitue un socle de résilience à moyen terme. Elle doit être accompagnée d'indicateurs clairs pour mesurer les progrès réalisés. Troisièmement, il s'agit de promouvoir une diplomatie multipolaire active. Les nations du Sud gagnent à parler d'une voix plus cohérente dans les institutions internationales, en mettant en avant le respect de la souveraineté et les conséquences humanitaires des sanctions. Cette action collective peut influencer les normes et les pratiques à long terme. Une quatrième étape touche à l'éducation et à la culture politique. Former les jeunes générations à la compréhension des enjeux de souveraineté, d'interdépendance et de solidarité internationale est essentiel pour inscrire ces choix dans la durée. Enfin, chaque étape doit être évaluée selon des critères précis: réduction de la dépendance, diversification des partenaires et amélioration des conditions de vie.
Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'est pas un modèle unique, mais un cadre adaptable aux réalités de chaque pays. L'objectif final reste constant: transformer une contrainte subie en capacité d'action collective. En revenant au point de départ, l'image qui s'impose est celle d'un événement précis devenu symbole d'un basculement plus vaste. Ce qui n'était au départ qu'un acte spectaculaire s'est transformé en révélateur des tensions profondes qui traversent l'ordre international. À travers cette séquence, Ibrahim Traoré incarne une voix qui ne parle pas seulement d'un pays ou d'un continent, mais d'une aspiration partagée à la dignité et à l'autodétermination. Le rappel du exemple évoqué plus tôt, celui des communautés contraintes de réinventer leur circuit de solidarité face aux pénuries, donne un visage humain à ces dynamiques globales. Il montre que derrière les chiffres et les stratégies se trouvent des vies réelles, capables de s'adapter, mais aussi de porter le poids des décisions prises loin d'elles. Ibrahim Traoré revient souvent sur cette idée centrale. La souveraineté n'est pas une abstraction juridique, c'est une condition de la liberté collective. Lorsque des nations commencent à coordonner leurs réponses et à affirmer leurs choix, elles transforment une situation de faiblesse apparente en potentiel de changement. La phrase clé s'impose alors, simple et directe. L'unité redéfinit le pouvoir. Ce rappel émotionnel ne clôt pas le débat, il l'ouvre. Il invite à regarder les événements récents non comme une fatalité, mais comme un moment charnière où de nouvelles trajectoires deviennent possibles. À ce stade, il ne s'agit pas d'adhérer à une position unique ni de désigner des camps définitifs, mais de reconnaître que le monde traverse une phase de transition profonde. Les événements récents rappellent que les choix géopolitiques ont des répercussions bien au-delà des cercles de décision, touchant les sociétés, les économies et les trajectoires collectives. Ibrahim Traoré invite à considérer cette période comme un moment de réflexion plutôt que de simple réaction. Pour chacun, la question devient alors personnelle. Comment s'informer sans se laisser enfermer dans des récits simplifiés? Comment soutenir des formes de coopération qui privilégient la dignité humaine et la souveraineté sans ignorer la complexité des rapports de force? Ces interrogations n'appellent pas des réponses immédiates, mais un dialogue continu. L'enjeu est aussi symbolique. Un monde plus multipolaire ne se construit pas uniquement par des accords entre États, mais par l'attention portée aux conséquences humaines des décisions prises. En restant attentif, en questionnant les discours dominants et en favorisant des échanges ouverts, chacun participe à cette dynamique. La réflexion reste ouverte. Quel rôle voulons-nous jouer dans l'ordre international qui se dessine?